Merci Fleur pour la présentation. Vous m'entendez bien? Ouais, J'imagine c'est que oui. parfait. Ouais. Du coup, moi, je vais vous présenter un projet qui a permis l'obtention d'une bourse LUB par Delphine Martini et qui est donc la création d'une base de données MALDI-TOF exhaustive pour l'identification de champignons environnementaux et cliniques. Donc, ça, c'est le petit sommaire. Donc, en fait, selon un article de 2022 qui est paru dans Nature, il y a environ 1 milliard d'infections fongiques par an à travers le monde, dont plus de 1,6 million seraient mortelles. Ces infections, elles touchent principalement les populations vulnérables de personnes immunodéprimées, donc les patients qui ont bénéficié d'une greffe d'organes ou de moelle osseuse, qui sont touchés par un cancer, par le sida ou par une maladie respiratoire chronique. Et donc, en plus de leur immunité qui est diminuée, ce sont des patients qui sont fortement exposés au milieu hospitalier et à des soins et des actes médicaux réguliers, parfois invasifs, qui peuvent alors favoriser les contaminations. Donc, dans ce contexte, en plus de l'unité de mycologie clinique, une unité de microbiologie environnementale a été fondée au sein du LUB. Pardon, j'étais trop vite. Donc un petit rappel, du rôle du laboratoire de microbiologie. Il a tout d'abord un rôle clinique où on va chercher à identifier tous les micro-organismes qui sont impliqués dans les maladies infectieuses, à en déterminer leur sensibilité aux agents anti-infectieux, mais aussi déterminer le statut immunitaire d'un individu. Il a aussi un rôle épidémiologique. On va chercher à dépister les porteurs de germes résistants pour en limiter leur propagation et on va aussi étudier, l'ensemble des infections communautaires et nosocomiales. Et c'est dans ces 2 rôles que s'inclut, la microbiologie environnementale. Donc certaines études ont montré qu'un contrôle de l'environnement permet, entre autres, de réduire la durée d'hospitalisation, de réduire la morbimortalité, d'améliorer la qualité des soins, d'optimiser l'utilisation des agents anti-infectieux, mais aussi, de réduire les coûts. Donc actuellement, au sein du LUB, l'identification des champignons se fait en différentes étapes. Il y a d'abord une étape avec l'examen direct qui a pour but de mettre en évidence les filaments mycéliens au sein d'un prélèvement pathologique et ainsi d'apporter une réponse rapide aux cliniciens. La seconde étape, c'est l'ensemencement des échantillons sur des milieux spécifiques suivis de leur identification. Donc, cette identification, à l'heure actuelle, elle repose sur la vitesse de croissance du champignon, mais surtout sur ses caractéristiques macroscopiques, donc sa couleur, sa texture, sa sensibilité aux cycloheximides, et aussi les caractéristiques microscopiques, donc l'aspect des filaments mycéliens, l'origine des spores asexués, donc de toutes les colonies qui sont obtenues au cours de la culture. Et donc, ces méthodes, bien que de référence, elles sont longues et elles nécessitent un personnel qui est qualifié en mycologie. Donc, il y a d'autres méthodes qui tentent de faire leur place et de supplanter cette méthode de référence. Et parmi elles se compte la spectro de masse par Maltitov. Donc, cette technique, c'est, comme on le sait, c'est la référence pour l'identification des bactéries, mais elle n'est pas encore suffisamment au point pour la mycologie. Mais la firme Bruker, donc qui est la firme qui commercialise le Malditoff, a sorti une nouvelle version de sa base de données en mycologie qui contenait 222 taxons lors de sa mise à jour de 2022. Et voilà. Donc, l'objectif de ce travail, c'est d'évaluer et de complémenter les bases de données commerciales de spectrométrie de masse MALDI-TOF pour y intégrer des spectres de souches cliniques et environnementales représentatives de notre écologie et faciliter ainsi leur identification en routine. Alors, ce projet, il a un intérêt majeur à différents niveaux. Tout d'abord, évidemment, pour le diagnostic clinique, donc des différents types de prélèvements que l'on reçoit au laboratoire, donc que ce soit des LBA, des FANER, des biopsies, et de permettre aussi à un personnel non expérimenté d'identifier rapidement et correctement les champignons. C'est notamment le cas du personnel de microbiologie environnementale qui, lui, n'est pas formé en mycologie.
Il y a aussi une demande spécifique de certains services comme la PMA ou la banque d'os qui, pour des soucis de maîtrise de l'environnement par les autorités compétentes, doivent justifier que leur procédure de nettoyage soit suffisante pour éliminer l'ensemble des germes, pour voir s'il n'y a pas de récurrence d'un même champignon. Et enfin, un autre intérêt, c'est pour identifier les champignons qui sont facilement sporulents et qui peuvent circuler au sein de l'hôpital. Donc pour ce projet, il y a comment on s'y est pris? Donc les souches ont été sélectionnées sur base des échantillons, qu'on avait en routine, donc à la fois dans l'unité de mycologie clinique et environnementale. Les champignons ont été repiqués et traités comme la procédure de routine l'indique et ils ont été identifiés en parallèle par Malditoff. Donc l'identification a été confirmée ou non par le personnel qualifié du secteur de mycologie. Toutes les souches qui n'ont pas obtenu d'identification par spectrométrie de masse ont été séquencées par deux méthodes. La première, c'est l'amplification d'un fragment ITS, qui est une région de l'ADN ribosomique non codante et hautement polymorphe, qui est utilisée pour mettre en évidence une différence génétique entre deux espèces. Et la seconde, c'est l'amplification du gène de la bêta-tubuline, qui, elle, est une protéine impliquée dans la génération des microfilaments, qui a montré un succès dans la discrimination des espèces, donc autres que Aspergillus, Penicillium, Pseudosporium. Ensuite, les souches identifiées par séquençage seront ajoutées à la base de données par création des spectres et l'algorithme sera ensuite optimisé et validé pour son utilisation en routine. Donc, comment on s'organise au sein du labo? Les 6 premiers mois ont été consacrés à l'identification des différentes souches pour les deux secteurs, donc par spectrométrie de masse et par les méthodes de routine. Toutes les souches qui n'ont pas pu être identifiées par spectrométrie de masse ont alors été séquencées par les deux méthodes que j'ai citées avant. Donc on en est à ce stade dans dans le projet. Mais ce qui est prévu, c'est que les souches qu'on a pu identifier par séquençage, vont conduire à la création de spectres de référence dans le logiciel, lié au MALDI-TOF. Donc après la création des spectres, on poursuivra en optimisant l'algorithme, en passant de nombreuses fois les souches, précédemment ajoutées au logiciel et on terminera par une validation de la méthode afin de l'utiliser en routine. Donc la sélection des souches, elle s'est fait, désolée pour les belles photos, elle s'est fait en routine. Donc pour la partie clinique, on a sélectionné différents échantillons, plus ou moins profonds, donc des LBA, des biopsies, des fanères. Et pour la partie environnementale, c'est pareil, on a pris différents prélèvements qui provenaient de différents, environnements hospitaliers. Ensuite, ça bug chez moi. Vous voyez toujours? Ouais. Oui, oui, on voit OK. bien. OK, ça bug chez moi. Ensuite, où est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a pu voir? C'est que, pour le côté clinique, les échantillons qui sont passés au MALDI-TOF, sur les 100 qu'on a eus, 94 des identifications étaient correctes et confirmées par le personnel, qualifié du service. Donc les 6 souches restantes ont été séquencées et donc on a pu obtenir une identification précise à l'espèce pour 4. Et en regardant la base de données MALDI, on s'est aperçu qu'en effet 3 des 6 des 6 souches restantes n'étaient pas présentes dans la base de données, d'où l'échec, d'identification. Pour l'environnement, c'est un peu plus, compliqué, on a eu 75 identifications correctes, sur les 100. On en a séquencé 19 parce qu'on a 7 champignons qui n'ont pas montré de croissance dans les délais, qu'on avait et parmi les 19 restantes, on a pu en identifier 10 par séquençage, donc 3 au genre et 7 à l'espèce et encore une fois, 5 des 7 espèces n'étaient pas présentes dans la base de données, d'où l'échec, d'identification. Donc, à ce stade du projet, on a pu observer différentes choses. Tout d'abord, on a, comme je viens de vous le dire, la base de données commerciale est un outil utile, notamment en mycologie clinique. Sur 100 échantillons, elle a permis d'en identifier
94. Au total, sur les 200 souches qu'on avait, il y a une identification correcte pour 169, ce qui est, déjà relativement, correct. Mais la base de données, elle est clairement pas optimisée pour, les espèces environnementales. Pour 19 d'entre elles, sur les 100, on n'a eu aucune identification, aucun spectre n'a été reconnu par le MALDI-TOF, ni au genre, ni à l'espèce. Et quand on regarde un peu les études, certaines estiment qu'il y a environ 750 champignons qui seraient potentiellement pathogènes chez l'homme. Or, la base de données de Bruker actuellement, elle permet d'en reconnaître que 222, donc un peu moins d'un tiers. Donc, il y a vraiment un intérêt à l'enrichir de ce point de vue-là. Où on en est aussi, c'est qu'on a pu identifier donc par NGS 14 souches cliniques et environnementales, qui seront potentiellement à ajouter à la base de données commerciale. Donc on a eu 4 souches en clinique, donc comme je vous ai dit, elles ne faisaient pas partie de la base de données commerciale et on a eu 10 souches en environnement avec, quelques récurrences. Donc, pour ces souches-là, la prochaine étape, c'est la création des spectres. Un autre point qui est important, c'est, qu'on a observé que la microscopie, elle reste essentielle au diagnostic parce que le mal d'Itoff ne permet pas, à l'heure actuelle, de discriminer certaines espèces. Pour citer un exemple, donc Microsporum canis et Microsporum udwini sont pas du tout distinguables, par MALDI-TOF. Par contre, les technologues, de mycologie ont pu, faire la différence. Et c'est un problème qui avait déjà été relevé dans un article, qui date de 2010 dans le journal de mycologie médicale, où, pour cette étude, il était impossible de différencier certaines espèces de trichophytons entre elles. Donc ensuite, on a fait une observation qui était aussi connue dans la littérature, c'est que le délai de croissance a un impact majeur sur la qualité de l'identification par MALDI-TOF. Donc, j'ai mis différents exemples, parce qu'il y avait différentes situations. Par exemple, on avait une identification différente selon le jour de croissance. On avait un Penicillium chrysogénome au jour 2 et un Cladosporium cladosporides à jour 3. Et finalement, le séquençage nous a encore donné une espèce différente, qui est un Aspergillus tubingensis. Donc ça, c'est un cas un peu particulier qu'on essaye d'investiguer et de comprendre. On a aussi quelques espèces où on a perdu l'identification. Donc, par exemple, le Penicillium corylophyllum a été très, très bien identifié à J+1 et à J+7, il n'y avait plus, aucune identification par le MALDI-TOF et certains ont eu une identification tardive comme le Penicillium glabrum qui a été, identifié à J+5. Donc, une autre limitation, c'est que le séquençage des gènes ITS et B-tube ne permet pas toujours une caractérisation précise des souches. Donc là aussi, j'ai mis différents exemples qui nous posent problème actuellement. C'est que par ITS, on a eu un Aspergillus terreus et par ID B-tube, on a eu un Cladosporium species. Dans certains cas, on n'avait pas du tout de séquence inexploitable par l'une ou l'autre méthode. Et parfois, on avait des espèces relativement proches, comme un Bisifusarium vs un Fusarium. Donc là, c'est à trancher. Donc là, on fait des investigations actuellement pour comprendre l'origine de ce problème. Donc on cherche à savoir si c'était une contamination, si c'était une erreur préanalytique lors du traitement de l'échantillon. Aussi, on regarde la distance phylogénétique entre ces différentes espèces. Peut-être qu'elles sont trop proches pour une distinction nette. Donc, à l'heure actuelle, ces souches sont ininterprétables et on ne peut pas en créer des spectres. Donc, où en sommes-nous dans le projet? Tout d'abord, le nombre de souches, qu'on a eu n'est pas aussi grand qu'espéré. Donc, en particulier pour la partie environnementale, on a en fait de nombreuses souches, de nombreuses espèces qui sont revenues dans les échantillons, ce qui a limité, la diversité. Donc, on prévoit de poursuivre la récolte et de recommencer les étapes d'identification des souches pour enrichir, la base de données. Comme je viens de le dire il y a quelques minutes, on a observé l'impact du délai de croissance qui est vraiment flagrant quand on fait les tests.
Donc on est en cours de réflexion pour savoir comment on va introduire cela en routine. Est-ce qu'on va faire des identifications à différents jours? Est-ce qu'on va créer des spectres de référence, à différents jours? Donc là, c'est une discussion qu'il y a en cours. Et on va, donc prochainement, donc à mon prochain stage en microbiologie, on va créer les spectres de référence pour les 14 souches qui ont été correctement identifiées par le séquençage NGS. En parallèle, on va continuer à récolter des souches dans les 2 secteurs pour toujours, enrichir cette base et dans un futur plus ou moins proche, on passera aux étapes d'optimisation et de validation de la base de données. Enfin, donc pour faciliter la continuité du projet, Delphine Martini a proposé, une aide par un stagiaire technologue. Ce projet, c'est aussi potentiellement un sujet de fin d'études pour un étudiant en master de biologie clinique, donc moi. Et il peut aussi mener à d'éventuelles communications scientifiques. D'un point de vue scientifique, on va, revoir et finaliser les séquençages discordants, ce qui augmentera possiblement notre nombre de souches à ajouter à la base de données. On va aussi analyser un panel complémentaire avec une sélection de nouvelles souches et explorer les facteurs interférents, donc entre autres le délai de croissance. Et enfin, on créera et validera la base de données suivie d'une analyse, d'impact. Et donc, à ce stade du projet, on peut dire que la spectrométrie de masse permet une amélioration considérable du diagnostic des champignons filamenteux et dermatophytes. Cela permet de proposer une meilleure offre, de réduire le TAT et de permettre aux technologues du secteur de microbiologie environnementale d'identifier ces germes sans pour autant surcharger le service de mycologie clinique. Néanmoins, l'examen macroscopique et microscopique reste indispensable pour la discrimination de certaines espèces, ce qui, dans un futur proche, ne permettra pas un passage complet à la spectrométrie de masse pour la mycologie. Donc, les performances de la base de données actuelle de Bruker sont plus que satisfaisantes pour la partie clinique et pourraient conduire à une implémentation en routine. Par contre, elles restent à enrichir pour la partie expérimentale et à améliorer. Et donc, c'est tout l'objectif de ce projet. Et voilà. Merci Marie pour ce bel exposé. Donc, on va procéder de la même façon, hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée?